Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 de l'état de victime, à la double peine. Lors de ma rencontre avec la directrice de l'antenne SVF, SOS Violence Femmes, après lui avoir exposé longuement le parcours qui avait été le mien, elle m'en dira : « Vous êtes un cas d'école. Tout ce qui dysfonctionne, vous l'avez rencontré. » Après 6 mois de vaines tentatives pour alerter l'opinion publique sur le sort qui m'avait été réservé, que je considérais comme profondément amoral, un ami me soumit l'idée de lancer un collectif de victimes. Cette proposition, me paraissant à la fois loufoque et lourde de conséquences pour ma vie privée, a mûri quelques jours. J'ai opposé qu'un collectif supposait d'être au moins 2. C'est tout à fait spontanément qu'il en fut le premier membre. C'est ainsi que naquit Femmes battues en colère. La colère étant la réponse la plus commune au sortir du processus de haine, la mienne s'était focalisée sur le système français et ses errements. Très rapidement des tiers avisés m'informèrent que ce nom, porteur d'une lourde charge négative, me poserait problème pour faire valoir mes idées. Quand bien même en colère je l'étais rudement, j'acceptais alors d'écouter plus sage que moi et le rebaptisais. Au fur et à mesure de la prise en charge des victimes, des histoires se déroulaient, à la limite du spectaculaire, tant les dysfonctionnements y étaient nombreux et révoltants. Si je suis un cas d'école, que dire de ce que vous apprendrez dans ce livre ? En juillet 2013, nous obtenions un rendez-vous téléphonique avec le secrétaire dédié à la violence conjugale, au ministère du droit des femmes. Lui exposant les cas les plus dramatiques, il nous répondait : « J'entends bien ce que vous me dites, mais j'en reste stupéfait. » Sa propre réponse me laissa coite. Comment pouvait-il être stupéfait, alors qu'il était justement en charge de la violence conjugale ? Il était question d'échanger lors de cet entretien autour de nos 7 pages de propositions déposées en juin 2012, puis renouvelées par courrier, afin de faire évoluer le parcours des victimes. J'apprenais ainsi que certaines demandes avaient abouti. La généralisation des assistantes sociales spécialisées dans les points de dépôt de plainte, un audit au 3919 avec un élargissement des plages d'accueil, la faisabilité d'une filière de reclassement professionnel destinée aux femmes victimes ou ex-victimes, tenues trop souvent éloignées du monde du travail par un ex-compagnon qui les y en empêchait. Cela paraît peu en regard de ce que nous vivons. Hélas, ce sont des avancées majeures pour améliorer le parcours. Une des propositions conduite par j'ignore qui est remontée à Bruxelles. Il s'agit de requalifier la violence conjugale en crime et non plus en délit, tel que c'est le cas actuellement. Un agresseur reproduisant à l'infini, quelle que soit sa victime, qu'il a soigneusement choisi selon ses propres critères, nous ne sommes pas dans un cadre délictuel mais bien criminel. Le secrétaire nous invita à fédérer la toute jeune association soit à la FNSF, Fédération nationale Solidarité Femmes, réseau d'associations d'aide aux victimes, soit à l'INAVEM, Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation, réseau d'associations d'aide juridique. Il nous exposa que fédérés, nos propositions auraient davantage de chances d'avancer. Mon refus a été catégorique. Nous ne sommes pas une association d'aide, ni une association juridique. Nous sommes une association de victimes. Diffuser nos idées à des tiers qui les porteraient comme les leurs, s'en glorifieraient, alors que pour le moment nous continuons à mourir par centaines chaque année, est une idée qui m'est insupportable. Je m'y opposais aussi parce que je suis convaincu que si la volonté manifeste était que l'on en finisse avec tous les errements auxquels nous sommes confrontés, depuis maintenant 30 ans qu'œuvre la FNSF, ce serait fait. Nos urgences ne sont pas celles des institutions, parce que les nôtres sont vitales. Le regard porté par des milliers de gens autour des thèmes. Comment améliorer tout cela, sur quel axe doit porter notre priorité ? Quelle région allons-nous désigner comme région pilote ? Dilue les efficacités, voit naître des conflits d'intérêts ou d'ego, et à ce rythme, il y aura eu encore des centaines de décédés que nous en serons toujours au même point. Je glisse d'ailleurs cette petite anecdote. Par 2 fois, j'ai adressé aux ministères successifs qui se glorifiaient de leurs plans supposés apporter des avancées majeures dans cette problématique, un mail où, tentant de freiner leur enthousiasme, je leur exposais que pendant qu'ils planent, nous mourrons. Comment en effet ne pas les penser hors de la réalité quand nous avons confirmation, directement au sein des équipes gouvernementales, et par 3 fois que la problématique semble tout à fait sous contrôle,
rondement menée, et que nous y sommes un peu comme la mouche du coche? Je vais ici vous détailler 2 rendez-vous ministériels. Je n'y ai pas été reçue en ma qualité d'experte, ni en ma qualité d'auteur du livre Violence conjugale, plus jamais ça, mais en ma qualité de présidente d'association. Si pour des raisons économiques évidentes je n'ai pas pu y être accompagnée par d'autres membres, il est entendu de lire nous, lorsque je fais état des propositions que nous avons soumises. Au ministère de la Santé-Famille, en décembre 2015, j'y ai été reçue comme une malpropre. Notre rendez-vous d'1 heure se voyant grignoté de 20 minutes du fait du retard de mon interlocutrice qui, souriant, voire riant selon ce que je lui exposais, notait absolument tout, puis finit par me dire « Nous savons déjà tout cela ». Ma réaction a été cinglante parce que prise pour une demeurée au sein même du ministère de tutelle, j'appréciais plus que moyennement. Si vous savez déjà tout cela, pourquoi dès lors avez-vous absolument tout noté ? À mon invitation à se saisir du dossier que nous lui avions préparé, elle opposa un refus. Elle ne finit par le prendre que parce qu'il contenait les propositions de loi que nous portons, régulièrement soumises au député qui nous en a fait la demande, et qui est au sein du gouvernement celui qui en a la charge. Mon attitude post-rendez-vous a été de faire savoir à quel point cet accueil avait été absolument déplorable. Je finirai par apprendre qu'elle a été démise de son poste. Mon sentiment personnel au sortir de ce rendez-vous était qu'ils avaient tiré à la courte paille pour décider qui s'y attellerait, que le destin s'était acharné sur celle qui m'avait donc reçue, punie par un sort bien injuste. Voyez donc comme je peux rassurer les victimes que leur sort intéresse en plus haut lieu. Au ministère de la Justice, j'étais reçue avec beaucoup plus d'égards par 3 chargés de mission. Ce rendez-vous faisait suite à un courrier de notre association qui dénonçait la facilité à obtenir le titre d'expert près les tribunaux, alors que l'impartialité de la justice est son fondement, et que certains experts osent publiquement afficher leur fascination pour les pères et leur mépris pour les mères. Ceux-là même qui ont pour but de nous expertiser et de produire ensuite des rapports qui serviront de support de travail aux magistrats. Autant vous dire qu'avec cet immense travail de purge à faire, notre équipe associative n'est pas assez étoffée et qu'ainsi, à part au coup par coup des informations que nous recevons, certains experts peuvent agir en toute quiétude et en toute impunité. Lorsque je posais le détail par le menu des dysfonctionnements que nous dénoncions, j'y opposais dans le même temps la solution à laquelle nous avions réfléchi, démontrant ainsi que nous n'étions pas dans l'accusation, mais dans un travail sérieux ayant pour seul objectif d'améliorer nos conditions de vie post-séparation. Apprenez que nos solutions sont soit gracieuses, soit avisées de transfert d'un budget vers un autre. Elles ne coûteraient rien de plus à la charge du citoyen. Peut-être même résorberaient-elles une partie du coût astronomique que représentent les violences conjugales. 2 des chargés de mission resteront parfois surprises d'entendre que nous sommes encore massivement refoulés dans nos dépôts de plainte, ou que nos dossiers semblent être traités avec la plus grande désinvolture. La 3e, ayant un passé sur le terrain, viendra confirmer l'exactitude de mes propos, ce qui aura pour effet de confirmer ma qualité d'experte dans ce domaine. L'une des solutions que nous avons proposées est de créer une boîte à outils, à destination du procureur, dans laquelle viendraient se noter tous les passages d'une victime en poste de police ou gendarmerie après le dépôt de plainte initiale. Remontant l'information dans un dossier spécifique créé en ce sens, le procureur serait saisi dans l'instant de la dernière menace de mort, du dernier appel malveillant, de la dernière tentative de meurtre, du non-paiement de la pension alimentaire, sans que ce soit l'objet d'un nouveau dépôt de plainte, long, fastidieux, décourageant pour tous. Il apparaît que ce serait déjà le cas, me dit-on, puisque la police doit joindre chez le procureur, en même temps que la plainte, toutes les mains courantes qu'aurait déjà posées la victime. Dans les faits, cela ne se déroule pas du tout de cette manière. Si la pensée parisienne du traitement des violences conjugales les rassure sur le fait que tout a été brillamment et savamment pensé, la pensée provinciale dit « Lorsque nous résidons dans des villes de moindre importance, il n'y a pas de poste de police, tout au mieux une police municipale, mais il y a une gendarmerie. Si tous les faits n'ont pas été recensés dans le même endroit, ils ne seront pas joints au dépôt de plainte. Faute d'en faire la demande chez le procureur par l'intermédiaire de l'avocat, les mains courantes ne seront jamais portées à la connaissance de la justice. Parfois, les faits ne peuvent pas être reportés dans le même endroit.
parce que nous y sommes refoulés, et que nous devons partir ailleurs tenter de faire valider notre plainte. Cette boîte à outils réglerait cette difficulté territoriale. J'apprenais que les logiciels en place ne le permettent pas du tout. Qu'à cela ne tienne. Je soumettais que la France, réputée pour la qualité de ses écoles de formation, n'a qu'à lancer un appel à projets dans celles qui sont dédiées à l'informatique et que très sûrement, l'un de nos futurs génies, ou une équipe entière de futurs génies, créerait ce logiciel. Coût de l'opération ? Aucun, les écoles existent, les subventions leur sont déjà versées. Si ce projet est soutenu, et qu'il aboutit, il en sera terminé d'accuser une victime d'être procédurière. Ses passages en gendarmerie ou commissariat seront allégés, elle sera reçue avec égard. Il appartiendra dès lors à la magistrature de tout mettre en place pour assurer sa protection. Je restais quelque peu surprise quand l'une de mes interlocutrices, souhaitant savoir combien de femmes nous accompagnions, m'opposait que 400 femmes, cela reste confidentiel tout de même. Nous ne pouvons pas remettre l'intégralité de la compétence nationale en cause pour 400 dossiers, et j'imagine que celles qui finissent par arriver vers vous sont les dossiers les plus calamiteux. J'ai trouvé cette remarque juste. Mais il y a un mais. 400 femmes, pour une association qui ne fait aucune publicité ni ne perçoit de subventions, cela signifie que nous ne sommes que la partie visible de l'iceberg. Lorsque nous savons les chiffres des classements sans suite, nous pouvons convenir que ce ne sont pas 400 femmes qui ont été abandonnées par le système, mais 56 000. Que seuls 400 sur 56 000 nous aient trouvés est un autre débat. 400 dossiers calamiteux dans une France qui s'affirme avoir érigé la violence conjugale comme priorité absolue. Ce sont 400 dossiers de trop qui supposent souffrance, malversation, déviance dont vous aurez la liste ici. Cette idée pour moi est intolérable. Plus de 8 mois après ce rendez-vous absolument parfait, et j'en remercie les chargés de mission, l'association reste dans l'attente du retour promis. Ce pan entier de la société, bien que le message gouvernemental s'en défende, n'est absolument pas une priorité. Relevant du cercle intime, privé ou de la famille, lieu où tout est permis, ce prétexte de la confidentialité due à la porte qui se referme est ainsi bien confortable. Des femmes se font battre, des enfants sont violentés, tous subissent la folie d'un seul et nous n'y pouvons rien, validés en cela par les textes, puisqu'il s'agit de l'intimité des familles. Les campagnes qui nous informent des chiffres laissent pantois devant l'ampleur de la situation. Nous parlons ainsi de dizaines de milliers de plaintes qui ne seraient que l'arbre qui cache la forêt des 750 000 victimes supposées sur notre seul territoire. Si ce chiffre vous semble sorti de nulle part, songez que la France compte 36 000 communes environ. Une approximation de 20 femmes meurtries par commune est probablement encore sous-évaluée. En 2013, nous dénombrons 146 décès contre 174 en 2012. Sur ces 146 décès, 121 sont des femmes. En 2014, elles seront 118 à avoir péri sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 134 si nous y incluons celles qui ont été assassinées par leur simple petite amie. En 2015, le ministère de l'Intérieur annoncera le décès de 115 femmes, les médias diront 122. Même pas capable de se mettre d'accord sur notre agonie. L'État ne prenant en compte que les vies maritales, pax et mariages, d'autres instances incluant la relation sentimentale au sens large. Ce mépris largement assumé nous ulcère. Nous grinçons des dents lorsque les gouvernements se félicitent de la baisse des décès d'ES. Comment peuvent-ils se féliciter de voir mourir des citoyens ES, dont ils ont la charge et la responsabilité ? La nuit des attentats du 13 novembre 2015, lorsque je coupais à contre-cœur la chaîne d'infos en direct, trop fatigué et amoché par cette ultra-violence que l'on venait de nous servir en boucle, faisant défiler des images absolument monstrueuses, le nombre des victimes était annoncé à 118. Je me couchais en pleurant, ce chiffre étant l'exact chiffre des décédés de 2014. Et je pleurais une bonne partie de la fin de nuit qui restait. Nous ne sommes que de la chair à canon. Que ce soit au motif fallacieux d'un groupuscule terroriste, ou que ce soit au motif fallacieux de la folie des hommes. Là où, parce que ces événements ont touché la France en son cœur, que des victimes innocentes ont été massacrées, nous nous sommes tous retrouvés en état de sidération, quand mes sœurs meurent dans la plus parfaite indifférence de tous.
Nous payons à la France chaque année le tribut d'un attentat permanent, vicieux, intime, privé. Si la France a immédiatement pris la mesure de la gravité des conséquences des attentats sur les survivants et les familles des victimes, et a mis en place un fonds de garantie à leur disposition, nous ne bénéficions d'aucun fonds de garantie. Cela a fait l'objet d'une demande de notre part, en janvier 2016, soumise en préalable aux banques. Refusant de considérer notre demande comme recevable et d'intégrer cette possibilité juridique dans leurs garanties déjà en place, nous nous sommes vus contraintes de le demander à force de loi. Nous ne sommes toujours pas informés de l'avancée de cette demande. Les chiffres annuels font état d'hommes décédés eux aussi au sein du couple. Les statistiques fournies par le Haut Conseil à l'égalité, vous apprendrez que plus de la moitié des hommes décédés au sein du couple étaient réputés violents envers leurs compagnes. Les médias ne creusent pas vraiment lorsqu'il s'agit de communiquer les chiffres. Bien décidés à noyer le poisson, ils insistent davantage sur la violence conjugale lorsqu'elle est féminine. La violence existe au féminin, et il n'est pas question ici de la nier. En gardant une objectivité parfaite, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon, un homme tous les 14 jours. Ce chiffre doit être divisé par 2 afin d'isoler ceux absolument innocents de toute violence sur leur femme. Ainsi purgés, les chiffres seraient donc une femme tous les 2 jours et demi, un homme tous les 28 jours. La violence au féminin existe, oui. Mais l'urgence est féminine et apporter une solution globale qui s'applique aux couples où règne la violence conjugale passe par l'étude du sort réservé aux femmes. Parmi celles qui ont payé de leur vie, combien sont celles qui avaient tenté de se faire aider, sans ne jamais trouver personne qui ne décide de s'engager à leur côté? Vous vous souvenez probablement du cas d'Alexandra Lange, acquittée après 14 ans de violences quotidiennes. Luc Frémiot n'a pas requis l'acquittement pour le geste, il a intégré ce geste au parcours du combattant d'une femme battue. Elle a cherché à se faire aider. Ces mots simples résonnent à l'infini. Madame Lange devenait ainsi, et certainement malgré elle, le porte-drapeau de milliers de femmes sacrifiées chaque année sur l'autel de la victimologie. Plus récemment, ce fut le tour de Jacqueline Sauvage. Presque un demi-siècle de violence intrafamiliale. La présence d'armes au domicile qui n'a pas semblé émouvoir les jurés ou les magistrats. Il paraît, mais au vu des témoignages qui me sont faits, je peux vous affirmer que les on-dit sont mensongers, que la détention d'une arme à feu en France est prohibée si l'on ne détient pas un port d'arme. La présence d'une arme au domicile est à elle seule la menace de mort la plus flagrante, et l'épée de Damoclès qui n'attend qu'une mauvaise réaction de votre part pour vous assassiner. Il apparaît aussi que la détention d'armes de manière légale ou illégale est envisagée par les autorités puisque la loi 769 de juillet 2010 comporte, article 515 à 11, cette petite mention, 2 degrés interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice. Il est mignon de constater que le législateur ait compté sur la bonne volonté et la bonne foi des mis en accusation. Ainsi, dans nombre de dossiers, les victimes nous ont fait mention de cette détention d'armes, signalée aux autorités qui ne perquisitionnent pratiquement jamais au domicile pour la trouver et la mettre sous scellé. Ce point dans le dossier de Madame Sauvage est primordial. La statistique des décédés relativement au dépôt de plainte dit que ce sont 0,16% des cas qui aboutissent au décès de la victime. Quand vous êtes concerné, et que vous entendez que tous les 2 jours et demi une de vos sœurs a été assassinée, vous ne pouvez rien penser d'autre que « c'est mon tour ». L'élan de solidarité qui s'est créé autour de l'affaire Jacqueline Sauvage lui a causé du tort. Quel drôle de nouveau message fut envoyé ce jour-là à celles qui, tentées par la médiatisation de leur propre histoire, auraient eu velléité à le faire. En France, un Jawad peut donc assassiner avec une arme par destination un jeune homme de 16 ans, prendre 8 ans de prison pour ce meurtre et ressortir au bout de 6 ans. À l'inverse, une Madame Sauvage doit être assimilée à un mouvement beaucoup plus dramatiquement dangereux, et être lourdement condamnée afin de ne pas servir de modèle à ses sœurs de souffrance. L'avocat général à son procès en appel disait d'ailleurs « Votre peine ne doit pas être un permis de tuer ». En 2014, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, communiquait ceci
les violences au sein du couple ont presque doublé en 10 ans, passant de 9 129 à 17 927. 17 927 de nous ne savons pas quoi, comparativement à 216 000 victimes avouées lors de l'enquête nationale, cadre de vie et sécurité, et approximativement 750 000 selon les associations. En cherchant pendant des heures, je finissais par atterrir sur le site de l'ONDRP, Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Ainsi, dans l'un des tableaux présentés concernant la violence conjugale, le chiffre de 17 927 correspondait à peu près aux coups et violences volontaires non mortelles sur majeurs constatés par la gendarmerie nationale. Exit donc les violences psychologiques, économiques, morales, sexuelles ? Dans le temps de cette recherche, quelle ne fut pas ma surprise de lire sur le site du HCE, Haut Conseil à l'égalité, que le coût annuel de la violence conjugale serait de 2 472 milliards d'euros. Une petite erreur de frappe ayant fait miraculeusement disparaître la virgule, qui aurait dû séparer le 2 du 4. Figurez-vous que présenté ainsi, ce chiffre dépasserait de 372 milliards d'euros le montant de la dette nationale. L'une des grandes orientations actuellement est d'encourager la victime à déposer une plainte. Des plaquettes sont ainsi présentées, qui promettent ensuite un accompagnement conforme et une sortie de couple honorable et réussie à la victime. J'ai manifesté que j'espérais vivement que les moyens avaient été mis en place pour garantir ces promesses à toutes celles qui tenteront l'aventure. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Celles que l'on berce de douces illusions risqueraient de gravement s'en rendre compte, et ce, à leurs dépens. Si l'inconscient collectif accepte d'heureux-chef que l'on soit à son insu victime d'un braquage, d'un vol à l'arraché, d'un accident de la route ou médical, d'un meurtre, d'un attentat terroriste, ce même inconscient collectif refuse catégoriquement que les femmes victimes au sein du couple soient réellement des victimes au sens propre du terme. Le mot victime apparaît alors comme galvaudé, voire mensonger. La vision sociétale est qu'elles ont une part de responsabilité et de culpabilité, et qu'elles ont beau jeu d'accuser leur ex-conjoint, alors que nous savons que dans un couple, les torts sont partagés à 50-50e. C'est absolument faux. Dans un couple où règne la violence conjugale, la victime est le jouet du violent qui, pour la maintenir au domicile, l'aura menacée de mort ou pratiquera le chantage. Quand vous analysez à ce sujet les articles de presse qui relatent les drames de la séparation, crimes passionnels, et autres sobriquets qui minimisent volontairement des assassinats, vous constatez que c'est très souvent au moment de la rupture que le conjoint passe à l'acte. Les menaces de mort si la victime voulait partir sont à prendre très au sérieux. Lorsque vous n'avez plus aucun droit à votre liberté de circulation, de penser et de vivre, vous n'êtes pas complice, vous êtes otage. Exit donc le 50-50e. Vous n'iriez pas accuser les victimes de rapt d'être complices de leurs ravisseurs, ce serait juste normal. Ces femmes sont des otages au sein d'un couple qui n'est en réalité qu'une prison. Comme trop pensent encore que les victimes sont complices, vous allez découvrir ici le sort qui nous est réservé. Chapitre 2 – Les premiers intervenants. L'un des premiers réflexes d'une victime est d'appeler le 3919. Il est question au 3919 d'ouvrir la parole. L'on peut y parler jusqu'à ce que la pression soit suffisamment retombée. Les intervenantes doivent avoir une patience et une empathie à toute épreuve pour recevoir de tels déversements de douleur. S'agissant d'un service violence femmes, les propos qui s'y tiennent doivent être difficilement concevables pour des personnes non formées. Les appelantes aussi doivent s'armer de patience, tant il est difficile de les joindre. Jusqu'à l'audit qui y a été mené, il n'appartenait pas au 3919 de soigner ou d'orienter. C'est ainsi que des femmes dévastées ont été envoyées vers un généraliste pour envisager un traitement médical de leurs insomnies ou de leurs angoisses et autres dépressions, ou vers un thérapeute. C'était aussi parfois des propos tels que « J'entends bien mais je ne peux pas vous aider en ce sens ». Pourtant, il existe un maillage territorial d'associations en capacité à prendre la relève. Des numéros de téléphone, tels le 115 pour les hébergements d'urgence en cas de danger immédiat. Une victime qui appelle le 3919 pour la première fois ne cherche pas à déverser le flot. Elle cherche à avoir une prise en charge immédiate de sa problématique. Quelques témoignages, dont le mien, ont fait état avant l'audit d'un accueil non conforme.
Ainsi, j'ai été copieusement enguirlandé lors de mon premier appel là où d'autres ont eu des réponses de type « Prenez des antidépresseurs, cela vous aidera. Là où vous résidez, on ne peut rien pour vous. » D'autres ont simplement été gravement déçus, alors qu'elles en attendaient tant. N'ayant plus jamais tenté de joindre ce numéro depuis 2011, et sachant qu'un réel travail y a été mené, il serait malhonnête de ma part d'affirmer que les accueils ne s'y sont pas améliorés et que les procédures n'y ont pas changé. Pour pouvoir donner un avis strictement objectif, je devrais, pour avoir cette réponse, me replonger dans un état traumatique dont je ne me souviens plus, me remettre dans un état d'incohérence totale, ce que je ne sais pas faire, et voir comment l'on m'y traiterait. Je n'ai pas vocation à être le Zorro de la France. Je n'ai ni temps à perdre ni temps à faire perdre, afin d'aller m'assurer par moi-même que l'audit n'aura pas été qu'un effet d'annonce, mais aura été conduit avec le sérieux qu'il méritait. J'ai aussi appris que des hommes commencent à appeler ce numéro pour s'y plaindre des violences de madame. Info ou intox de leur part, je l'ignore, mais cette information a été répandue par quelques-uns sur les réseaux sociaux. Bon sang. Le pervers est dans l'identification projective. Il est celui qui pense être violenté. Que viennent faire sur le 3919 des hommes se réputant violentés, ou voulant faire passer leur compagne pour maltraitante envers les enfants? Ces hommes tentent à tel point de corrompre la véracité des faits, qu'ils en sont à vouloir véroleurs de l'intérieur les organes mis à la disposition des femmes. Mais où va s'arrêter leur folie? Le second point de chute d'une victime est le CIDFF, Centre d'information droits des femmes et des familles. Elle peut y recevoir des conseils juridiques gracieux par l'intermédiaire de juristes ou futurs avocats mis à sa disposition, qui n'ont en aucun cas le droit de plaider. Nous avons sondé au hasard quelques CIDFF, afin de leur demander leur avis sur la Convention d'Istanbul. Nous apprendrons qu'ils n'en avaient pas connaissance. Ce point a été discuté au ministère de la Justice. Qui porte la responsabilité de cette absence d'information majeure au sein même des CIDFF? En leur soumettant cette question, je découvrais que je leur apprenais l'existence de ladite convention. Comment une avancée de cette importance dans le droit français concernant la protection des victimes ne peut-elle pas avoir été portée à la connaissance des juristes salariés réputés être les premiers à nous recevoir, afin de nous exposer quels sont nos droits? Je ne porte ici aucune accusation. Nos élus ayant une facilité déconcertante à produire de la loi, je me demande comment les avocats... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.